Tra i servizi di mobilità di Anylife e le soluzioni di Plenitude, con Eni hai tutta l'energia che ti serve. Da energie diverse, un'energia unica. Il rifiuto non è un problema, ma è una risorsa da valorizzare. Riciclare, riciclare, riciclare è l'attività principale per decarbonizzare. Riciclare, riciclare, riciclare. Montello esempio di economia circolare. E allora si è voltato improvvisamente la gente che aveva lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Tra i servizi di mobilità di Anylife e le soluzioni di Plenitude, con Eni hai tutta l'energia che ti serve. Da energie diverse, un'energia unica. Il rifiuto non è un problema, ma è una risorsa da valorizzare. Riciclare, riciclare, riciclare è l'attività principale per decarbonizzare. Riciclare, riciclare, riciclare. Montello esempio di economia circolare. E allora si è voltato improvvisamente la gente che aveva lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo.
Buongiorno. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette rencontre sur le travail, ce qui est l'un des thèmes principaux de ce meeting, parce que dans l'essentiel, il y a le travail. Et cette rencontre a une caractéristique particulière. Il s'agit d'une discussion sur une recherche que la Fondation sur la subsidiarité a fait avec Randstad sur les thèmes des meilleures conditions pour concilier le travail, la croissance professionnelle, la vie privée et la vie sociale. Donc, il s'agit d'un thème intense parce que ce n'est pas la recherche traditionnelle sur le travail, sur la quantité professionnelle des travailleurs de l'ISTAT, mais c'est quelque chose de plus profond pour comprendre le type de personnes, des personnes dont on a besoin aujourd'hui pour le travail. Mais pour expliquer dans le détail ce thème, je voudrais vous dire qu'il s'agit d'une rencontre à un niveau très élevé avec des personnages illustres parce qu'il y a avec nous Marco Ceresa, qui est le PDG du groupe Randstad. Ospite. Qui est un invité fixe du meeting de Rimini. Il est curieux au-delà d'être une personne à un niveau très élevé. Et puis, il y a Simone Gamberini, le président de Legacoop. Et ici, il est intéressant de dire que c'est un aspect intéressant pour le meeting, l'aspect de socialité et de travail au niveau humain. Et puis, il y a une personne très importante au niveau international, Enrico Giovannini, économiste. Il est le cofondateur et le directeur scientifique de ASVIS, qui est le point le plus développé du point de vue de la durabilité en Italie. Il est le président du comité scientifique Randstad Research. Il a été un ministre, le président de l'ISTAT. Et donc, c'est une personne à laquelle on doit faire confiance. Et puis, il y a Tiziana Mnisini, qui est la vice-présidente de la 11e commission du travail public et privé. Et c'est très important parce que la relation entre les entreprises et la politique est une relation vertueuse. Quindi introduco J'introduis cette rencontre en disant qu'il y a des analyses effectuées dans le marché du travail après la pandémie. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé, pardon? Il y a une augmentation des embauches avec des contrats de durée indéterminée. Mais de l'autre côté, il y a une augmentation des démissions volontaires du poste du travail. Au passé, il y avait le problème contraire. Il y avait beaucoup de personnes dans les pensées qui se fatiguaient beaucoup avec le travail. Et aujourd'hui, il y a le problème contraire. Les invités vont expliquer dans le détail ce thème. L'aspect humain aujourd'hui dans le travail
est plus important aujourd'hui que dans le passé. Et les entreprises disent qu'elles n'ont plus de travailleurs. La main-d'œuvre manque. Il y a aussi un manque d'ouvriers au-delà de travailleurs à un niveau plus élevé. Et donc, les trois facteurs principaux de 2023 sont le salaire, les bénéfices, la visibilité du parcours de carrière et équilibre entre le travail et la vie privée. Je donne maintenant les titres de la recherche que le professeur Mezzanzanica va expliquer. Et lui, il est la personne qui a conduit cette recherche et qui s'occupe de ce thème. Je lui donne un peu de crédit pour ce travail qu'il a fait. Il y a trois sujets, la formation et les compétences générales, une nouvelle centralité. Et il va expliquer les compétences générales et pourquoi il y a cette centralité de la recherche qui n'est pas seulement liée à ce que l'on connaît. Et donc, cela n'est pas lié seulement aux compétences techniques. Et puis, il y a la conciliation entre la vie privée et le travail. Moi, je m'occupe des jeunes, de beaucoup de jeunes. Et ce thème touche en particulier les femmes. On a un problème de natalité et les femmes ont des difficultés à concilier leur vie privée et leur vie professionnelle. Et donc, il y a une nécessité d'approfondir ce thème parce que quand on parle de travail, on parle de chiffres, mais l'aspect de la signification du travail est ignoré. Et le troisième thème est là le sens du travail et le bien-être collectif. Et c'est quelque chose de nouveau. Les recherches sur le travail concernaient seulement les chiffres. Et l'aspect humain dans le passé était ignoré. Mais si vous lisez 17 ODD, eh bien, ces objectifs incluent la lutte contre les changements climatiques, mais aussi les aspects liés au travail. Et donc, nous voulons entendre l'aspect de la présentation du professeur Mezzanzanica. Et puis, il y aura une autre partie des interventions de nos invités. Monsieur Mezzanzanica, à vous la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. J'essaye de donner des contributions de la recherche. Et puis, vous pouvez la consulter sur le site de la Fondation pour la subsidiarité. Et donc, ceux et celles qui sont intéressés au thème, vous pouvez le faire. Voilà un cadre de contexte très rapide qui a été mentionné par M. Vittadini. Nous faisons face à un marché du travail après la pandémie dans lequel toutes les personnes étaient préoccupées qu'il y aurait plus de démissions. Mais au contraire, nous nous sommes trouvés dans une situation où il y a eu le niveau maximum des emplois. Et donc, il y a la possibilité que la participation des personnes augmente, en particulier la participation des jeunes et des femmes. Il s'agit d'un fait positif parce que le taux d'emploi a augmenté et le taux de chômage a diminué. Mais ce n'est pas le seul aspect de cet aspect. Le marché du travail a certains problèmes qui sont présents depuis longtemps. Tout d'abord, il y a le problème du taux d'emploi des personnes qui sont surqualifiées pour leur travail.
39% des jeunes se trouvent dans cette situation, malgré le fait qu'il y a une demande chez les entreprises. Et puis, il y a ce problème chez les femmes. L'autre aspect, c'est qu'il y a encore des problèmes liés aux jeunes en particulier. Pour entrer dans le marché du travail, le taux d'emploi a augmenté, mais les jeunes ont des difficultés à trouver un métier. Et dans ce cas-ci, le problème touche les femmes en particulier. Mais le problème le plus grave concerne la diffusion du travail précaire, c'est-à-dire un travail qui offre un salaire faible et qui n'est pas suffisant pour maintenir la famille. Les travailleurs précaires en Italie représentent 11% contre une moyenne de l'Union européenne de 8,2%. Pour avoir une idée de ce que signifie le travail précaire, on parle en Italie d'une valeur moyenne de 11 155 € par an comme salaire. Et il s'agit d'un problème qui empêche les travailleurs de maintenir leur famille. Dans ce contexte où il y a des facteurs positifs, mais il y a des problèmes. Et alors, nous avons recherché ce qui se passe en termes de dynamique. Et à travers les données des communications obligatoires, des embauches, des démissions et les contrats du travail, c'est une base de données du ministère du Travail et que le ministère du Travail met à disposition de la recherche. Et alors, nous avons analysé ce qui se passe dans la mobilité. Comme professeur Vittadini l'a dit, les personnes changent de travail et nous l'avons analysé entre 2019 et 2023. Voilà deux situations dans cette analyse. 70% des contrats à durée déterminée se terminent dans la même année où il y a eu l'embauche. Et la deuxième année, il y a les démissions qui représentent 90%. Cela représente la norme pour les CDD. Et qu'est-ce qui se passe pour les CDI? Pour les CDI, 48% des embauches se terminent dans les 3 années successives. Donc, les personnes donnent leur démission après 3 ans. Et dans les 6 ans successifs, 60% de ces contrats de durée indéterminée se terminent. C'est une donnée intéressante. Cela veut dire que le marché du travail est très dynamique. Les personnes continuent de changer de travail. Cette donnée est devenue plus intense pendant la pandémie. Il y a eu l'ère de grandes démissions. Et par conséquent, il y a eu aussi la grande réorganisation professionnelle. Donc, les personnes ne travaillent encore. Elles donnent leur démission pour travailler ailleurs. Et alors, nous nous sommes demandé pendant notre recherche quelles sont les questions et les raisons qui poussent les personnes à changer de travail si les changements sont si intenses. Et alors, nous sommes partis d'une recherche effectuée au niveau international où 170 000 personnes ont été interviewées. Et la question était la suivante. Quels sont les facteurs d'attractivité d'un poste de travail? Quels sont les facteurs qui poussent une personne à se qualifier pour un travail? Je résume les données.
l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, l'atmosphère d'un travail agréable et les bénéfices sont les deux facteurs principaux que les personnes considèrent comme importants pour chercher un poste de travail et pour changer éventuellement un poste de travail. Et ça, c'est une donnée intéressante parce que cela est au-delà de 50% des interviewés. Il y a des différences selon l'âge. Par exemple, les jeunes entre 18 et 24 ans sont très attentifs au parcours de carrière et les adultes sont très attentifs au thème de la sécurité du poste de travail et à la solidité financière. Et alors, nous nous sommes demandé ce que font les entreprises face à ces questions, à ce phénomène de grand changement. Abbiamo analizzato Et nous avons vu, quand on a lu les annonces d'embauche en Italie, tout comme en Europe, mais nous nous sommes concentrés sur les demandes d'embauche en italien, plus de 5 000 demandes d'embauche, et on a vu si ces éléments qu'on a trouvés en tant que facteurs de changement, on a vu s'il y avait ces éléments et nous avons vu, en étudiant les données, une chose plutôt intéressante. Les données remontent à 2019-2023 et l'un des aspects les plus importants de ce changement est notamment la pandémie. Et en lisant les annonces d'embauche, on a vu que les entreprises veulent des personnes et proposent des conditions où ces trois éléments de changement sont présents. Un petit peu comme la recherche de Rastad l'avait confirmé. 48% de ces demandes d'embauche ont ces possibilités que les entreprises offrent en tant que réponse aux besoins et aux attentes des personnes. Et c'est un chiffre qui augmente toujours plus. Et c'est une forte croissance, notamment dans les secteurs de l'éducation, les activités financières d'assurance, les activités sociales, dans le secteur de l'information et de la communication. Dans tous ces domaines, on enregistre un grand développement entre 19 et 23% de ce driver de travail et vie privée, tout comme la possibilité de travailler de chez eux. On peut confirmer tous ces éléments en considérant quelques mots et pour ce qui est du parcours de carrière, on voit on lit dans les demandes d'embauche que les entreprises proposent un soutien au réseau professionnel, elles offrent la formation continue et elles se montrent attentives vers la carrière et le parcours de croissance professionnelle. Pour ce qui est de la conciliation entre vie privée et vie professionnelle, on consacre une attention particulière sur la semaine courte, sur l'espace de travail flexible, sur ce concept de flexibilité d'horaire. Et ces éléments émergent toujours plus, notamment dans les entreprises, pour répondre aux attentes et aux besoins des personnes. Un autre sujet sur lequel on s'est concentré, c'est justement le sujet des compétences. Parce que quand on parle du développement de la carrière et du développement professionnel, il faut mentionner le sujet des compétences. Et en lisant ces demandes d'embauche et en lisant les compétences qu'on demande, on a vu que
les compétences numériques jouent un rôle principal pour ceux qui est des professions plus qualifiées. Donc, je pense aux professions intellectuelles, donc les diplômés ingénieurs ou les diplômés qui s'occupent de la production, de la finance, donc les professions les plus qualifiées. Mais on était surpris quand on a vu que pour ce qui est du profil des compétences demandées, les compétences transversales représentent 34-50% des compétences. 24-26% pour ce qui est des ouvriers et des artisans spécialisés. Et on arrive à 58% de compétences transversales pour les travailleurs non qualifiés. Parmi les compétences les plus demandées, on trouve la capacité d'être créatif, l'adaptation au changement, le sens de responsabilité sociale et de responsabilité personnelle, de responsabilité d'entreprise, la capacité de collaborer avec l'équipe avec laquelle on travaille. Et il s'agit des éléments fondamentaux, même dans le processus de sélection des entreprises. Un autre scénario qu'on a trouvé, c'est justement un scénario qui est en train de se concrétiser aujourd'hui dans les entreprises. Et c'est un scénario qui nous en dit sur les professions et les changements du travail, et c'est-à-dire le sujet de l'intelligence artificielle et de son impact. Et quand on a étudié ce concept, nous avons demandé à l'intelligence artificielle, en lui donnant des professions et des activités effectuées dans certaines professions. Donc, nous avons demandé à l'intelligence artificielle qu'est-ce qu'elle sait faire et de nous donner une sorte d'évaluation. Donc, si elle est capable de remplacer ou bien d'aider les travailleurs qui effectuent certaines activités. Et les résultats sont 40% de toute profession qu'on a donnée à l'intelligence artificielle, et on parle de plus de 900 professions. Donc 40% qui sont influencés par l'intelligence artificielle remontent aux professions hautement qualifiées. Alors que quand on parle des professions qui ont moins d'influence par l'intelligence artificielle, on trouve les professions moins qualifiées. Il s'agit d'une donnée nouvelle que je trouve très intéressante, parce qu'en lisant les études des auteurs, les auteurs sont d'accord sur le fait que l'intelligence artificielle va aider l'humain. Donc on ne parle pas tout le temps du concept de remplacer l'homme, mais bien de l'aider. Et le résultat qu'on a trouvé, c'est que cela vaut mieux pour les professions hautement qualifiées. Et c'est une donnée vraiment intéressante, parce que là, quand on dit que l'intelligence artificielle n'est pas capable, qu'elle n'est pas capable de faire quelque chose, c'est justement dans le domaine où il y a la relation. Donc les professions et les activités où il est important d'entrer en relation. Et là où la relation humaine est fondamentale. Et cela nous confirme les résultats qu'on avait trouvés avant, quand on parlait des compétences transversales. Parce que le caractère créatif ne sera jamais remplacé par une machine. La machine peut émuler, entre guillemets, le concept d'être créatif, mais la machine ne va jamais être capable d'être créative. Et cela est souligné par le fait que
En considérant les impacts futurs de l'intelligence artificielle, certains aspects de notre personnalité vont être plus impactants aussi. Notamment, on va parler dans l'avenir de la numérisation, des compétences à développer en suivant les changements de l'intelligence artificielle. Mais il sera toujours important d'avoir des personnalités qui peuvent étudier, évaluer et interpréter les résultats de l'intelligence artificielle pour comprendre si ces résultats peuvent représenter une valeur ajoutée pour les entreprises. Et je m'approche à une conclusion qui ne sera pas vraiment une conclusion en disant que tous ces aspects qu'on a abordés, comme le professeur Vittadini disait, que on est en train d'aborder le marché du travail sous une lumière un petit peu différente par rapport à l'habitude, pour comprendre si toutes ces questions d'adaptation, de croissance des compétences au niveau des travailleurs et de l'entreprise, et donc qu'il y a un fil rouge, c'est-à-dire un besoin de sens. C'est comme si on revenait toujours à la nécessité de redécouvrir le sens de notre travail. Et là, c'est un aspect qu'il ne faut pas perdre maintenant parce que c'est peut-être l'élément central pour bâtir une structure d'organisation et de gestion pour répondre aux besoins qu'on a identifiés. Allora comincerei con le domande con Marco Ceresa. Donc, maintenant, on peut passer aux questions par Marco Ceresa parce que nous, les professionnistes de l'université, on nous blâme souvent parce qu'on nous dit qu'on touche toujours à des concepts abstraits. Et c'est pour cette raison que je voulais demander à un homme d'entreprise qui est attentif vers la connaissance si vous avez trouvé tous ces changements dont Mezzanzadika a parlé dans votre quotidien. Notamment aujourd'hui, vous êtes l'un des PDG les plus importants du marché du travail. Donc, si vous avez trouvé des changements sur le marché du travail, et quelles sont les raisons de ce changement? Et évidemment, les changements, ils sont là. Et si je considère l'année 1980, quand j'ai commencé à travailler, je vois que les situations et les sujets d'aujourd'hui ont beaucoup changé. Chez Rastad, on pense que c'est essentiel de mener ces recherches parce qu'il est important de soutenir certaines thèses qu'on peut avoir, par exemple, dans le quotidien du travail et dans l'entreprise et trouver si ces thèses peuvent être confirmées ou refusées. Et il est aussi important de comprendre que tout le monde est différent. Et c'est pour cette raison qu'il est utile de choisir quelle personnalité on veut garder dans l'entreprise et quelle personnalité aurait préféré d'être dans d'autres entreprises, travailler pour d'autres entreprises. Mais si on veut se focaliser sur le changement, il y a notamment des éléments très évidents. Et je me rappelle quand j'interviewais aux entretiens d'embauche, je disais tout le temps, mais si il y a une nécessité de travailler le samedi, je répondais, là quand je participais aux entretiens d'embauche, je répondais que oui, que j'étais disponible. Et là, c'était une question qu'on me posait quand je faisais les entretiens d'embauche. Alors qu'aujourd'hui, la demande qu'on me pose aux demandeurs de travail, c'est, que le demandeur de travail me pose, c'est quels sont les jours de smart working prévus. Et donc, vous voyez que la perspective a changé beaucoup. Et là, quand je pense à mon chef chez Philips, une personnalité excellente, je me rappelle que je pense que si lui demandais quels sont mes jours de smart working, il m'aurait répondu que j'étais fou. Mais les recherches nous confirment un élément, et notamment un élément qui touche les jeunes.
il y a un certain défi avec l'entreprise. On dit dans quel délai vous voulez atteindre certains buts, mais au contraire, je veux savoir combien est-ce que mon entreprise, combien est-ce que je vais croire au niveau économique, au niveau d'entreprise. Et là, quand ces objectifs ne peuvent pas être atteints, ils partent. Donc, il y a une mobilité majeure par rapport à la mobilité d'auparavant. Et on ne peut que avouer que ce qu'on ressent dans le quotidien est validé par les recherches. Il y a beaucoup de changements et pour ce qui est de la conciliation entre vie privée et travail, c'est justement vrai parce qu'auparavant, peut-être qu'on avait une famille derrière nous qui nous aidait, qui nous permettait d'être focalisés dans le monde du travail. Aujourd'hui, les familles ont changé beaucoup. Peut-être que la maman n'est plus une femme au foyer, mais qu'elle est une maman travailleuse. Et donc, les personnes ont besoin du temps pour vivre. Et il est important d'analyser les vies personnelles des personnes pour leur offrir quelque chose d'intéressant. Et là, c'est pour le passé et le présent. Et comme on disait, c'est important de regarder à l'avenir. Et pour ce qui est de l'année suivante, il y a une tendance. C'est-à-dire que beaucoup de personnes décident non plus de travailler pour une entreprise, mais elles décident de travailler pour elles-mêmes et elles offrent leurs services aux entreprises. Les entreprises à l'étranger accueillent cette forme nouvelle de travail et les personnes, elles aussi. Parce que ça permet d'atteindre certains objectifs, par exemple un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Elle permet de gagner un peu d'argent à l'avance parce qu'il n'y a pas les garanties offertes par le travail traditionnel. Et les personnes peuvent aussi décider sur quoi investir ou sur quoi ne pas investir. Et dans l'avenir, je voudrais voir si en Italie, le travail autonome va se répandre par rapport à la situation d'aujourd'hui. Mais cela concerne l'avenir. Pour le reste, l'intelligence artificielle, vu qu'elle ne peut pas être programmée et elle donne des résultats de probabilité, et alors les erreurs sont imprévisibles. Comme la recherche disait, l'intelligence artificielle va changer le travail, mais elle ne va pas remplacer toutes les personnes parce que aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'entreprises qui demandent plus de main-d'œuvre que dans le passé. Et donc, l'Italie devrait choisir si elle doit être inclusive et donc maintenir la dimension économique de notre pays ou ne pas être inclusive et alors s'organiser différemment vers une diminution qui peut être agréable, une diminution économique, j'entends. Et le choix qu'on va prendre sera sur le long terme et on doit réussir à maintenir le bien-être de tout le monde. Cela me semble très intéressant. Et alors, je voudrais continuer. Je voudrais donner la parole à Giovannini pour demander une chose. Dans ton idée d'économie durable, qui ne concerne pas seulement le changement climatique, quel est le sens de ce changement de l'entreprise? Quelle est la relation
entre les entreprises et la transition que tu étudies? Eh bien, il y a une relation très étroite, mais le marché du travail contraste ce changement parce qu'il s'agit d'une révolution qui va arriver, mais soit on accueille cette transition, soit on refuse cette transition. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans ce moment-ci, vous êtes en train de travailler. Est-ce que vous le savez, ça? De 20 octobre 2023, la nouvelle définition de travail établie au niveau international. Et donc, gardez à l'esprit ce que je veux dire, en particulier sur le rapport en 2019 sur le travail à l'Organisation mondiale de la santé. Eh bien, je disais que le travail est tout ce qu'on fait quand on ne dort pas et quand on ne s'occupe pas de soi-même, même si l'hygiène peut rentrer dans cette définition du travail. Parce que nous contribuons à la société dans tout ce que nous faisons, à la maison, quand nous marchons, etc. Et la dimension économique du travail qui ignore les femmes ou le travail autonome, etc. Et donc, face à ce défi, l'Organisation mondiale de la santé a reconnu que le travail qui n'offre pas un salaire, eh bien, ce travail contribue au bien-être des personnes. Par contre, le marché refuse cette définition. La seule chose qui compte, c'est l'élément qui passe par la production, c'est-à-dire la rémunération. Dans quelques semaines, à l'ONU, il y aura le sommet sur le futur. On ne va pas en parler. On parle des Pandoro, des Panettone, qui sont très importants pour notre avenir, mais je rigole. Mais ce sommet va définir l'idée d'aller au-delà du PIB. Et ça, c'est une révolution. Mais c'est une révolution qui va demander un changement profond dans la société. Et dans ce changement, les personnes reconnaissent de plus en plus quelque chose qui n'est pas reconnu par le marché aujourd'hui. Peut-être que dans l'avenir, cela sera reconnu par le marché. C'est un changement profond parce que pour beaucoup de personnes, le marché du travail fait des discriminations. Le professeur Mezzanzanica nous a rappelé certaines données négatives sur le travail, sur le monde du travail italien. 3 millions de travailleurs italiens n'ont pas de contrat régulier. Certaines personnes sont payées moins par rapport à ce qu'elles font. Et donc, rappelons-nous de cette chose-là quand nous parlons du marché du travail. 3 millions de travailleurs irréguliers sont une quantité inacceptable. Et à cette quantité s'ajoute une autre donnée qui est présente sur une autre recherche que je vous invite à lire, c'est-à-dire les personnes qui font un travail partiel. Donc, les personnes touchent un salaire, mais ce salaire n'est pas suffisant pour joindre les deux bouts. Donc, il y a des problèmes énormes en termes structurels dans notre pays, parce que nous n'avons jamais cru dans le capital humain, dans les personnes. Sinon, on aurait beaucoup d'accidents sur le lieu de travail. Et donc, nous discutons actuellement d'un changement profond, un changement qui va demander beaucoup à la société,
mais duquel l'Italie peut s'inspirer, parce que les autres marchés du travail à l'étranger sont avancés. Nous avons un problème structurel au niveau des petites entreprises et qui offrent un salaire inférieur par rapport à la moyenne, et on a un problème dans lequel beaucoup d'entreprises offrent un salaire inférieur par rapport aux entreprises homologues européennes. Donc, cela vaut la peine d'habiter près du lieu de travail, mais cela ne peut pas suffire certaines fois. Mais à l'étranger, le salaire peut être supérieur de 1 500 €. Et voilà pourquoi beaucoup de jeunes vont à l'étranger à travailler. Il y a un déséquilibre très fort à ce propos-là. Qu'est-ce qu'on peut dire des choix collectifs? En premier lieu, il faut reconnaître que les jeunes sont plus conscients de cette situation. Peut-être que la pandémie a aidé à cette conscience, mais aussi l'internationalisation. Et alors, les jeunes se qualifient pour le travail de manière plus consciente. Parce qu'il y a des entreprises qui ont accueilli une logique de compétitivité basée sur la durabilité, sur le respect des personnes, sur l'inclusion, etc. Et donc, s'il est possible, pourquoi on peut choisir les entreprises qui accueillent tout ça? L'Europe, à partir de cette année, a demandé que toutes les entreprises vont rendre compte sur la durabilité environnementale, mais aussi sur le respect des droits humains, sur le thème des salaires entre les deux sexes. Ce sont des éléments importants et qui vont pousser les entreprises à changer. Le deuxième élément est le suivant. Nous avons un problème structurel économique. Le gouverneur Panetta l'a rappelé hier, mais nous l'avons entendu tout à l'heure. C'est-à-dire que si nous ne voulons pas décliner en termes économiques cette situation, parce que rappelons-nous que l'intelligence artificielle ne va pas payer les personnes. Et alors, nous devons avoir une mentalité plus inclusive et plus ouverte. Et alors, nous devons être plus inclusifs pour les personnes qui travaillent aujourd'hui et pour les personnes de l'étranger qui arrivent en Italie. Et l'agenda 2030 pour le développement durable prévoit qu'à l'horizon 2030, nous allons avoir un pourcentage de diplômés de 50%. Mais il y a aussi beaucoup d'immigrés qui peut-être ne se diplôment pas. Et alors, il n'y a pas assez de préparation pour ces personnes. Et le troisième élément est le suivant, l'intelligence artificielle. Nous en entendons parler dans la même quantité que les pandoro, les panettone et la cuisine italienne. Moi, je suis très intéressée au thème de l'intelligence artificielle et j'admire les chercheurs qui cherchent à comprendre les impacts de l'IA. Toutefois, je suis préoccupée d'une industrie italienne qui est composée de petites entreprises et qui n'a pas la capacité d'investir sur de grands changements comme l'IA. J'arrive à ma conclusion. Une nièce à moi m'a enseigné une chose très importante. Ma nièce est très consciente pour son âge. Alexa, on peut poser des questions à Alexa. Et elle lui a demandé « Où est Dieu ?» On ne voit pas Dieu. Où est-il? Et elle lui a posé une autre question. Et elle m'a demandé combien de travaux
je faisais. Et je lui ai dit, moi, je travaillais chez Asvis, mais ce n'est pas un travail payé. Et donc, ce que nous transmettons à nos enfants peut et doit changer en termes d'intelligence artificielle. Et nous devons apprendre que le don de soi se crée même quand le travail ne le reconnaît pas. Je ne sais pas si vous connaissez Asimov, un grand écrivain de science-fiction. Nous avons fait une interview à beaucoup de personnes et Asimov est célèbre pour des théories qu'il a créées. Et il raconte de cet algorithme auquel des humains posent des questions. Sur la base du principe de l'entropie, est-ce que l'univers va s'écrouler? Et l'algorithme a répondu, je n'ai pas assez de données, jusqu'au point où l'univers s'est écroulé. Et alors, l'algorithme a des réponses, mais il n'y a plus d'êtres humains. Et alors, l'algorithme, qu'est-ce qui se passe? Il y a la lumière et l'histoire recommence. Allora, abbiamo visto questo quadro. Nous avons eu une vision de ce cadre au niveau international aussi. Donc, c'est justement intéressant d'écouter les propos de Rita Ghedini parce que je suis vraiment intéressée à ce concept de travail, de coopération, donc le fait qu'on a besoin d'une bonne coopération. C'est justement à elle que je pose cette question. Oui, en effet, nous avons défini cet engagement de la coopération pour mettre en valeur le travail dans nos politiques pour deux raisons principales. L'une raison, c'est une raison identitaire. L'échange mutuel dans une réalité de coopération répond aux besoins auxquels les personnes peuvent répondre en collaboration de manière collaborative, mais peu importe l'objet de cet échange auquel on veut répondre avec une collaboration, le travail reste central pour parvenir à ce but-là. Et donc, quand on pense et on réfléchit sur le concept de coopération, c'est justement une réflexion principale de nos travaux, notamment ces dernières années, parce que au fil du temps, en Italie, une certaine narration est émergée, une narrative à l'égard des pratiques laboratives. Et donc, où il y avait cette vision de réalité où le donneur d'emploi était un méchant donneur d'emploi. Et c'est pour aller contre cette thèse, nous avons voulu partager des données réelles sur des phénomènes de coopération réels. Et nous sommes basés sur les données scientifiques pour parler de données et de recherche. Et en lisant nos recherches, j'en ai parlé avec mes collègues. Avant, on parlait de ce sujet-là. Et les résultats qu'on a trouvés sont extrêmement cohérents avec la recherche de Rastad, que je considère être comme une recherche très intéressante. Et je veux en citer quelques-uns. Le premier résultat nous parle du passage qui peut-être devrait être reconnu par les politiques publiques entre la précarité du travail. Pendant des années, on a essayé de faire face au travail précaire.
Et l'autre élément, c'était une augmentation de la stabilité du travail. Dans les grandes centrales coopératives, il y a une forte collaboration. Donc la vraie collaboration, pour ce qui est des CDI, est plus élevée de 90%. Donc il y a des hauts niveaux de stabilité de travail. Et chaque 4 mois, on met à jour nos recherches et on enregistre tout le temps une forte augmentation de stabilité. En même temps, il est vrai qu'il est difficile d'embaucher des travailleuses et travailleurs en raison des remplacements et de développement de l'entreprise. Et là, c'est l'un des points les plus compliqués. Il y a un an, on vivait la crise énergétique et on est arrivé à des taux d'inflation à 2 chiffres. Et il était difficile d'embaucher une quantité de travailleuses et travailleurs en raison des besoins d'entreprise. Le quadrimestre qui vient de terminer en juillet est le premier quadrimestre après 6 quadrimestres qui enregistre une certaine flexion, mais qui garde cet élément au centre. Un autre élément qu'on vient de citer avec la recherche et qui vient d'être mentionné par Enrico Giovannini, c'est justement le sujet de la cohérence des salaires, et c'est-à-dire du revenu généré par les salaires, non les salaires strictement. La coopération réelle applique de manière ordonnée et ordinaire les salaires qui a été signé par les syndicats et par la contractation nationale, et la coopération, notamment dans les domaines où il y a beaucoup de travailleurs, des taux de contrats à temps partiel très élevés. Et en conséquence, le revenu de notre travail, notamment pour les jeunes et pour les travailleuses, devient un revenu qui ne peut pas soutenir les projets de vie personnelle. Et c'est justement à partir de ce point-là qu'on veut permettre d'avoir accès à des revenus différenciés ou à des formes d'intégration du revenu. Quand on parle de protection sociale, l'une des questions qu'on pose tout le temps, c'est justement quel est le niveau de protection sociale garanti en raison de la contractation nationale et en raison des contrats dans les entreprises. Et heureusement qu'il y a beaucoup de contrats dans les entreprises, notamment pour ce qui est des femmes, avoir la possibilité de connaître les niveaux de protection sociale offerts par le donneur d'emploi, et non seulement pour ce qui est de la flexibilité d'horaire, mais pour ce qui est des avantages de santé, de possibilité d'avoir accès à des aides pour mieux concilier la vie familiale et la vie du travail, et la vie privée et vie professionnelle, ou bien l'accès aux soins. Il s'agit notamment des éléments fondamentaux pour assurer une vie autonome et la possibilité d'avoir accès au travail et en même temps garder une vie autonome satisfaisante.
Un autre élément qu'on étudie avec intérêt, c'est justement les formes d'intégration. On a mené une recherche avec Promethea en observant notamment l'année 2030, qui est l'un des points fondamentaux dans notre recherche. Dans l'avenir, il y aura un manque de au moins 150 000 travailleurs. Donc, on va enregistrer ce manque sur le marché du travail. Et on l'a dit à plusieurs reprises. Et c'est justement le directeur Panetta qui l'a rappelé hier ici. Il faut passer des politiques de gestion de l'immigration à des politiques de gestion et organisation de la migration, en considérant les entreprises et la stratégie des entreprises. Et il faut justement faire ce passage pour mieux faire face à ce déclin, à cette chute de production, mais aussi à cette chute sociale et de production. Et quand on parle d'une gestion mieux organisée, on parle de beaucoup de choses, mais notre intérêt, c'est justement nous concentrer sur l'éducation, sur la formation, et sur l'accueil. Et là, je veux ajouter un point. Selon nos enquêtes, ces dernières années, l'une des entraves des entreprises quand elles embauchaient des travailleurs qui répondaient au niveau de qualité et quantité à l'entreprise, c'est justement la maison, c'est-à-dire les territoires offerts par la communauté avec des coûts peu coûteuses ou bien coûts auxquels on peut accéder en suivant les salaires qu'ont reçus en Italie. La qualité du travail coopératif est différente et il y a des effets négatifs sur les revenus, sur les niveaux de revenus très importants. Et toutes ces différences font baisser radicalement la mobilité interne. Donc non seulement l'intégration des personnes qui viennent de l'étranger, mais cette mobilité interne en Italie qui a soutenu la production en heures pendant des décennies et qui a permis dans la coopération l'afflux de masse des travailleuses et travailleurs qui arrivaient. Ce flux de mobilité interne a beaucoup ralenti, il s'est presque arrêté et il est en train de poser des problèmes importants dans certains secteurs comme dans le secteur de la santé privée et de l'assistance. Et il s'agit de secteurs où les travailleuses et les travailleurs aimeraient suivre les attentes qu'elles ont de leur vie professionnelle, tout comme en respectant notamment l'engagement de l'entreprise. Donc, tous ces facteurs s'oppose à une organisation du travail qui ne permet pas d'être flexible, de travailler de manière flexible. Quand on parle du smart working, comme Giorgio l'a dit très bien, c'est un sujet qui affecte les white collars. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne parle pas des ouvriers.
où les compétences et les techniques ont augmenté, mais c'est justement ces personnalités qui ne peuvent pas avoir la flexibilité que les autres travailleurs ont. Donc c'est justement la nécessité de donner un sens plus important, d'avoir des perspectives de revenus plus importants, et tout comme l'accès à la protection sociale qui nous permet de assurer aux travailleurs de respecter leur projet de vie à toujours. Tiziana Nisini, La parole va à Tiziana Nisini, pardon. Ce changement, est-ce qu'il va concerner seulement le marché du travail? Quelle sera la direction de ce changement dans le marché du travail? Avant tout, merci pour l'invitation. Merci à cette recherche qui a mis en évidence beaucoup d'aspects du marché du travail ignorés par la politique. Il y a les thèmes du salaire, de l'éducation, du travail précaire. Mais la politique ignore le thème des travaux pour lesquels les jeunes sont surqualifiés. En effet, il y a les jeunes qui vont à l'étranger pour travailler, mais il y a aussi des jeunes qui font un parcours de formation en Italie, mais ils ne trouvent pas un travail adéquat pour leurs compétences. La période du Covid a mis en évidence des problèmes qui existaient déjà. Et peut-être que la politique, au fil du temps, n'a jamais fait assez. La Covid a seulement mis en évidence ces problèmes dans le monde du travail, mais il s'agissait de problèmes qui existaient déjà. Et alors, nous nous sommes trouvés dans une situation où le taux de chômage qui est élevé. Les entreprises, malgré tout, se sont réorganisées. Et malgré les difficultés, ces entreprises sont reparties. Et des entreprises ont programmé à nouveau leur structure. Nous sommes entrés dans un procès de numérisation avec une population italienne dans laquelle 48% des personnes n'avaient pas les compétences numériques de base. Et alors, nous nous sommes trouvés dans un problème énorme. La politique doit faire quelque chose. Si dans le passé, la politique avait fait mieux et plus sur les politiques du marché du travail en écoutant les exigences du tissu économique collectif de notre pays, en écoutant les associations syndicales et en faisant une programmation pour le futur, peut-être qu'aujourd'hui, les problèmes seraient inférieurs et moins graves. Et alors, qu'est-ce que la politique doit faire aujourd'hui? La politique, avant tout, doit écouter, parce que la politique ne crée pas d'emploi. L'emploi est créé par les entreprises. La politique doit soutenir le marché du travail. C'est comme l'intelligence artificielle qui est complémentaire au travail. La politique doit mettre les entreprises dans la condition de créer de l'emploi. Comme pendant la Covid, où il y a eu des mesures extraordinaires pour les entreprises, pour les accompagner pendant cette période-là. La politique doit le faire continuellement. Toutes les mesures de la politique doivent être équilibrées. Les mesures doivent concerner le travailleur, mais aussi l'entreprise. Souvent, nous avons vu une politique qui voyait seulement certains thèmes. Mais quand une mesure est déséquilibrée, c'est une mesure inefficace. Moi, j'ai eu la chance, mais aussi ces difficultés ces dernières années, quand j'étais dans le gouvernement Draghi, il y avait un moment compliqué dans la politique et dans l'économie. Et les problèmes étaient
compliqué à affronter pour le gouvernement de Draghi. Ce que ce gouvernement est en train de faire avec un peu plus de courage, parce que la politique doit avoir du courage, eh bien, ce que la politique d'aujourd'hui est en train de faire, c'est de réduire le niveau d'assistance, assister les entreprises dans l'emploi, dans la création d'emplois, mais elles doivent garder à l'esprit que le capital humain est au centre. On a parlé de salaire digne, du bien-être qui respecte les travailleurs. Et les entreprises sont en train de s'adapter. Et les salaires n'ont pas augmenté ces dernières années par rapport à la moyenne européenne des salaires qui ont augmenté de 30%. Et ce problème ne peut pas être résolu dans une semaine ou bien dans une année. Mais la politique doit quand même accompagner les entreprises. Les dernières mesures de la dernière loi de bilan ne sont pas encore appliquées, mais elles doivent être appliquées tout de suite pour accompagner les entreprises. Et la politique doit aider les entreprises et les travailleurs pour satisfaire les exigences des deux, pour arriver à une conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée. C'est un problème qui concerne surtout les femmes qui ont des difficultés à gérer la famille et le travail. Beaucoup de changements ont été faits, beaucoup de progrès a été fait. Toutefois, nous n'avons pas encore atteint un objectif suffisant. La politique doit se mettre à disposition des entreprises. Nous sommes ici avec Randstad. Malgré le fait que les agences d'administration offrent un service aux entreprises, il y a encore le problème que certains travaux sont considérés comme des travaux précaires. Il y a encore, en effet, des collègues qui, au Parlement, voient l'administration comme un travail précaire. Mais en fait, il s'agit d'un service qui aide les personnes. Il s'agit d'un métier très important. Et c'est part de la formation que les entreprises demandent. Et alors, il faut être plus pragmatique, ce qui manque à la politique d'aujourd'hui. On a parlé des jeunes, et alors il faut accompagner ce projet que le ministre Valditara est en train de faire dans l'éducation. Et alors, il faut programmer l'orientation des jeunes pour réduire la dispersion éducative et de mettre au centre le capital humain des jeunes pour préparer le terrain pour les jeunes et pour satisfaire leurs exigences. Voilà pourquoi le ministère de l'Éducation du ministre Valditara a créé deux figures dans les écoles, les tuteurs et les tuteurs qui orientent les jeunes. Ces deux figures aident aussi les familles des jeunes qui ne réussissent pas à aider leurs enfants. Et tout ça pour créer un parcours plus conscient et pour comprendre quelles sont les figures demandées par les entreprises et pour unir le public et le privé. On ne doit pas avoir peur de ça parce que le public ne fait tout seul. La même chose pour le privé. Et il faut donc dépasser toutes ces barrières idéologiques, aider les entreprises,
les syndicats, les travailleurs pour résoudre ces problèmes qui existent encore aujourd'hui. Allora siamo andati. On a parlé beaucoup, donc on ne peut pas faire les deuxièmes interventions parce qu'il y aura d'autres rencontres. Moi, je voudrais résumer ce que nous avons dit en ajoutant des éléments. Les questions mentionnées font comprendre que la recherche ouvre de nouveaux scénarios dans le marché du travail, dans lequel, dans tous les sens, le marché du travail voit une participation de la personne, de la qualité de la personne, de manière plus intense qu'auparavant. Monsieur Giovannini disait qu'il y a un marché qui n'accepte pas cette révolution. La qualité personnelle et la qualité qui auparavant était seulement un aspect de la vie privée, de la vie familiale. L'aspect donc du caractère de la personne est plus important. Ce qu'en anglais pourrait s'appeler character skill, comme habitus. Notre habitus, notre position du caractère est fondamentale dans le parcours professionnel et dans la croissance globale. Aujourd'hui, il est clair que le travail est une rencontre entre une entreprise et quelqu'un, un être humain. Et cette rencontre ne signifie pas seulement s'adapter à la vie d'une entreprise, mais cela signifie aussi générer un espace différent. De ce point de vue, des choses qui semblaient résolues dans le passé, le goût du travail, l'envie de travailler et la capacité de regarder la réalité telle qu'elle est, la disponibilité à faire des sacrifices, la résilience, c'est-à-dire la résistance à des moments difficiles. Par exemple, le chômage, le changement de ville, eh bien, tous ces aspects sont fondamentaux qui sont importants aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, nous sommes les protagonistes du travail que nous faisons. Le travail n'est pas quelque chose de structurel. Construisons ensemble des barrières flexibles. Des barrières flexibles où le tout se modèle pour la réalité. Cela est fondamental pour faire de la carrière dans le sens positif du terme. Il n'y a pas un monde donné qui ne peut pas être changé. Et comme il se passait en 1948 et après la guerre, le travail et le travail autonome est le résultat de notre capacité en tant qu'être humain. C'est ce que la recherche dit et il sera intéressant dans le futur de voir les résultats. Et à la fin, ça, c'est une part de l'essentiel que nous cherchons. Remercions les invités d'aujourd'hui de cette rencontre. Et je rappelle l'inscription du meeting. Le meeting est parti de ce projet à travers lequel il y aura un don pour les personnes qui vivent à Gaza. Merci et bon travail.
civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Si è voltato improvvisamente la gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Tra i servizi di mobilità di Anylife e le soluzioni di Plenitude, con Eni hai tutta l'energia che ti serve. Da energie diverse, un'energia unica. Il rifiuto non è un problema, ma è una risorsa da valorizzare. Riciclare, riciclare, riciclare è l'attività principale per decarbonizzare. Riciclare, riciclare, riciclare. Montello esempio di economia circolare. E allora si è voltato improvvisamente la gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Tra i servizi di mobilità di Anylife e le soluzioni di Plenitude, con Eni hai tutta l'energia che ti serve. Da energie diverse, un'energia unica. Il rifiuto non è un problema, ma è una risorsa da valorizzare. Riciclare, riciclare, riciclare è l'attività principale per decarbonizzare. Riciclare, riciclare, riciclare. Montello esempio di economia circolare. E allora si è voltato improvvisamente la gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia?